Bon, ah là là, il y a un problème, hein. Bon, alors, comment il est le son? Comment il est le son? Alors Pascal, comment il est le son? Il est bon? Bon, merci. Mohamed Boutbou, c'est bon? Bon. Abdel Taïbi, bien. Oh, c'est gentil ça. Un humaniste à contre-courant. Bien. Alors là, tout a l'air OK. Et en plus, je peux écrire, alors qu'avant, je ne pouvais pas. Mon Dieu, mon Dieu. Comme c'est magnifique. Alors, Karim Sari, Younes, Talia, Samachi, parfait. Fatima Benali, très heureux de vous retrouver. Alors, le son est aussi bon que la voix de son maître. Ah, c'est bien, c'est bien. Une belle allusion. On voit très bien aussi, ah ben, oh, merci pour le compliment Abdel. Bien, le son est bien maintenant. Alors, donc voilà, ce soir, on allait parler du colonialisme intérieur. Mais seulement, je voulais, voilà, je pense que c'est intéressant de prendre quelques petites questions d'actualité de manière à suivre toujours ce qui se passe et faire le point. Voilà, bon, très court. Donc, le bonjour de Montréal, c'est une ville aussi où j'ai vécu plusieurs années. Et donc, il y avait 5 députés du Parlement européen qui étaient en Israël, qu'Israël a empêché d'aller à Gaza. Voilà. Donc, c'est l'arbitraire total, parce que même les députés ont une immunité quand même. Ils représentent tout un continent, l'Europe, et l'arbitraire israélien, il est là dans toute sa splendeur, et l'Europe n'a rien à dire. De toute façon, elle n'a rien dit, parce que Israël terrorise, voilà un petit pays de 7 ou 8 millions d'habitants, qui terrorise un continent de 450 millions d'habitants. Bien. Alors, la deuxième petite question enfin, en général, je cherche des petites questions comme ça, assez drôles ou amusantes, c'est que, vous savez que Trump, qui passe pour être très pro-israélien, ne l'était pas toujours. Et il posait pas mal de problèmes au lobby juif. Et donc, vous savez, au début de la campagne électorale, il avait osé dire, oh, vous savez, moi, sur le Moyen-Orient, je suis neutre. Ça a été une catastrophe, parce que comment ça peut être neutre? Et donc, il a corrigé le tir très vite, et donc il a appuyé Israël. Mais en même temps, il est resté assez loin, comment dire, assez distant vis-à-vis des lobbies juifs. Et il y a eu beaucoup de, comment dire, d'appels du pied des organisations juives pour qu'ils prennent position. Je sais pas, pour la question des tablettes de chocolat, je sais que la personne qui a fait la vidéo, elle est crédible. Alors après, voilà, bon, elle vit là-bas, elle fait partie des organisations humanitaires, etc. Bon. Ceci dit, entre nous, ce que font les sionistes sont capables de tout. Voilà. Ils ont montré leur cynisme, ils sont capables de tout. Je veux dire que quand on lance des bombes sur des milliers d'enfants au phosphore blanc, je crois qu'ils ne se gêneraient pas pour, enfin bon, pour des tas d'autres choses.
Et donc, vous savez, il y a eu plusieurs pressions du lobby juif. Quand je dis le lobby juif, des associations juives auprès de Trump, pour qu'il prenne fait et cause pour les juifs, contre l'antisémitisme. Et le 27 janvier, la journée internationale, la journée mondiale sur la Shoah, eh oui, il y a une journée mondiale. J'espère que vous l'avez respectée quand même. Trump a fait un discours où il n'a pas cité les victimes juives. Vous imaginez, enfin, ça a été terrible en Israël et dans les milieux juifs. Et donc, il y a 2-3 jours, enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un cimetière juif de Saint-Louis qui a été profané. Mais ce qui était intéressant, enfin, je veux dire, le plus intéressant dans l'affaire, c'est qu'il y a eu, dans le même jour, enfin, pratiquement à 2-3 jours d'intervalle, une quarantaine de centres juifs qui ont reçu des menaces par téléphone. Et bon, on peut imaginer qu'une quarantaine de menaces dans 15 États américains et au Canada, bon, on peut imaginer que le Mossad, bon, voilà, hein, c'est pas comme ça en même temps. Et enfin, Trump a déclaré hier que l'antisémitisme est terrible, c'est horrible, il faut le combattre, etc. Et le vice-président américain est allé réparer les tombes à Saint-Louis. Et là, les sionistes, ils ont eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que Trump est passé sous les fourches codines du combat contre l'antisémitisme. En fait, c'est une façon d'appuyer tout ce que font les juifs. Voilà. C'est comme ici le dîner du CRIF. Il faut que tout le monde aille baisser la tête et baiser la main des dirigeants du CRIF pour dire l'antisémitisme, c'est pas bien. Mais en fait, pour vous donner une idée, il y a 30 ans, en France, il n'y avait pas du tout d'antisémitisme. Bon, l'antisémitisme est une création récente qui aide la politique israélienne. Alors, donc, il y a quelqu'un qui me dit, je vais répondre à ça, je crois que c'était le rôle des sionistes au Maghreb, non, ça c'est trop long. Non, il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur l'influence sioniste en Russie et en Chine. En fait, c'est une influence d'État. Ça veut dire là-bas, il n'y a pas de Sayanim, il n'y a pas de communauté juive qui peut influencer comme en France ou aux États-Unis, il n'y a pas de lobby interne, mais il y a un État israélien qui est suffisamment puissant pour non seulement discuter d'égal à égal, mais influencer la politique de ces pays, et que ces deux pays, notamment par exemple la Russie, s'accordent et tentent de ne pas trop heurter la politique israélienne au Moyen-Orient. Et la Chine est un très bon client en armement. Voilà. En armement israélien, évidemment. Donc, je passe au colonialisme intérieur. Ce qui m'a poussé à en parler, c'est l'affaire Théo, ce jeune black qui est contrôlé et puis qui est évidemment tabassé. En fait, les flics ne savaient pas que quelqu'un allait les filmer. C'est ça le truc. Sinon, chaque jour, il y a des trucs comme ça qui se passent. Mais comme il n'y a pas de témoins, en fait, on voit bien les flics emmener Théo de l'autre côté d'un mur parce que pourrait échapper aux caméras de surveillance. Malheureusement pour eux, il y a quelqu'un qui a qui a filmé avec son téléphone portable.
Et là, on voit vraiment les flics s'acharner sur lui. Et bon, il y a un des flics lui a introduit la matraque de 10 centimètres dans son anus. Bon. Le constat médical est clair. C'est-à-dire, bon, voilà, les médecins ont fait le constat, il a eu 60 jours d'arrêt maladie, ce qui est colossal. Et comme les flics, en général, en France, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en toute impunité, ça de tout temps. Bon, comme il y avait le film, alors le soi-disant, comment dire, l'organisme qui contrôle les flics, on dit que c'était un accident. Bon. Les flics sont en liberté. Peut-être que s'ils passent en jugement dans 1 an ou 2 ou 3, ils auront du sursis. Donc en fait, le problème de la France, c'est quoi? C'est que l'administration française, c'est-à-dire l'autorité française, elle est nourrie de l'esprit colonial, de l'esprit colonialiste. C'est-à-dire, c'est quoi cet esprit colonialiste? Enfin, pour ceux qui viennent du Maghreb et d'Afrique, ils le connaissent, c'est-à-dire le mépris de la population locale, les insultes, le harcèlement, les bavures, ce ton toujours de l'homme blanc supérieur, voilà, de l'homme blanc qui méprise. Si vous avez l'occasion, vous pouvez lire Monterland. Il a écrit un roman qui s'appelle La Rose des Sables en 1933 et qui décrit très bien, qui donne des anecdotes, etc. Qui décrit très bien cette atmosphère de mépris, de colonialisme, de petits blancs. Voilà. Par exemple, il donne un exemple au Maroc, il y a un colonel, enfin, il y a un jeune lieutenant qui arrive, il est tout nouveau, il arrive au Maroc, et le colonel lui fait rencontrer les autorités locales, ce qu'on appelle les pachas, les caïds, etc. Et ce jeune lieutenant, très poli, très correct, il discute avec les caïds, enfin des messieurs d'un certain âge, d'une certaine autorité, etc. Il dit, voilà, oui, et vous faites ceci, et vous pensez cela, etc. Et en sortant, le colonel lui dit, écoutez mon lieutenant, au Maroc, tous les indigènes, quel que soit leur niveau, il faut les tutoyer. Voilà. Donc on marque le mépris. Voilà. Et par exemple au Maroc, j'imagine que ça doit être aussi en Algérie, et au Maroc, les colons, ils ne s'embêtaient pas à retenir les noms des hommes ou des femmes musulmans. Et tous les hommes les appelaient Mohamed, et Mohamed vient ici, et tutoiement évidemment, et les femmes, ils les appelaient Fatima. Voilà. Bon. Et donc, et puis il y a eu la guerre d'Algérie, évidemment, et puis les Algériens en France. Enfin, si vous avez l'occasion de voir des films d'actualité de l'époque ou des émissions, c'était les couvre-feux, c'était les bavures, c'était les ratonnades. Rappelez-vous, salut Reda, rappelez-vous le 17 octobre 61 où la police française s'est livrée à son exercice favori, ils se sont éclatés pendant une nuit, ils ont assassiné 200-300 Algériens, ils les ont jetés vivants dans la Seine, ils les ont tabassés à mort dans la cour de la préfecture, et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le droit, l'État ne permet pas qu'on fasse des recherches. Alors pour ceux qui, moi quand je suis venu en 67 ici en étudiant, donc j'allais à la préfecture de police pour faire ma carte de séjour. Et je me souviens de cette atmosphère de mépris, d'insultes. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en 69 à Paris. Pour ceux qui connaissent Paris, mais enfin c'est pas très important, je descendais le boulevard Saint-Michel.
Ça, il descend en légère pente, inclinée, et j'étais avec un copain marocain. Quand je dis marocain, c'est-à-dire il est typé marocain, un arabe, quoi. Enfin bon, moi j'ai pas la tête d'un arabe, mais lui il a vraiment la tête d'un arabe. Mais enfin bon. Donc on passe devant la Sorbonne, et il y avait un alignement d'une vingtaine de flics, CRS ou flics, enfin bon, des gars en uniforme. Et devant, il y avait un sous-officier qui les commandait, quoi. Et on passe devant, et apparemment, il y a peut-être, ah voilà. Et donc, et le copain, il s'étale par terre, et tout le monde rigole. Ah, ils ont trouvé ça très rigolo. Et ben, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, ben, il s'est relevé, il a baissé la tête, et on a poursuivi sans rien dire. Et si vous voulez, vous savez, dans les années 70 déjà, je vous recommande de chercher une Coluche. Il a fait des sketchs sur les bavures policières. Et il disait que chaque jour, il y avait une bavure. C'est-à-dire, on tire sur un bougnoul, sur un arabe, on l'assassine, on le blesse. Prenez par exemple l'affaire des deux gamins qui ont été électrocutés. Bon, les noms m'échappent. Bouna, je crois, enfin bon, en 2005. Vous avez deux gamins de 15 ans qui se baladent comme ça, il fait beau, il n'y a rien de spécial, et les flics leur disent, vous savez, c'est... Hey, viens. Enfin bon, ils veulent un contrôle d'identité. Et le gamin s'enfuit parce que bon, c'était le ramadan, il voulait rentrer chez eux, il voulait pas avoir d'histoire. Ils savent comment sont les flics. Donc il s'est passé Mais enfin, euh, ils ne contrôlent que les bougnoules. C'est-à-dire, on verra jamais les flics contrôler l'identité à Paris, à côté du lycée Montaigne, quelque chose. On se croirait en France, en Cisjordanie occupée par une force étrangère. C'est comme si ces quartiers étaient occupés par des forces étrangères. C'est comme la Cisjordanie ou l'Algérie française, etc. Et ça, c'est incroyable que ça dure depuis 50 ans ou 60 ans et ça se règle pas du tout. Parce que le flic, le problème de la France, c'est quoi? C'est que les flics ils savent qu'ils sont impunis. C'est ça le problème. Jamais, enfin, pour condamner un flic, il faut vraiment que des conditions soient réunies. Vous savez, j'ai vécu au Canada et à Montréal. J'ai vécu au Canada 6 ans en tant qu'étranger, c'est-à-dire voilà, avec une carte de séjour, et en Allemagne pendant 1 an et demi avec une carte de séjour. Mais je vous assure, demandez si vous connaissez des gens qui habitent dans ces pays, ou si vous connaissez des gens qui sont obligés de retourner à la préfecture pour renouveler leur carte de séjour, etc. Demandez-leur comment ça se passe. Ici, c'est le mépris. Enfin, alors que à Berlin, enfin, je me souviens en Allemagne et au Canada, ils étaient d'un humanisme extraordinaire. Enfin, on nous respectait. On était des êtres humains qu'on respectait. Voilà. C'est la politesse, le vouvoiement, pas un mot au-dessus de l'autre, etc. La France a toujours détesté la société française. Elle est profondément xénophobe. Et vous savez qu'il y a eu des, comment dire, il y a eu des pogroms anti-italiens dans les années 30. On a chassé des Polonais dans le nord de la France et des Belges. Voilà, c'est une caractéristique. S'il y a des Français, des Gaulois qui m'écoutent, je suis désolé de le dire, mais voilà, c'est une réalité. Il suffit d'aller vivre en tant qu'étranger dans un autre pays et vous verrez. Enfin bon, moi
pouvez me croire, moi j'ai vécu au Canada et en Allemagne, et vous pouvez demander à des blacks qui vont travailler ou à des beurs qui cherchent du boulot à Londres ou à New York, etc. Enfin, bon. Et malheureusement, c'est voilà, c'est quelque chose qui est inhérent à la société française. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire. Moi, ça me désole qu'une société continue à vivre de cette façon-là. Et, comment dire, ce complot du silence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher aux flics. Voilà. Il y a les preuves formelles qu'un policier, 4 policiers tombent sur un mec, enfin, désarmé, il le tabasse, et il y a un policier qui lui fout la matraque de 10 cm dans son anus. Il y a des preuves médicales, tout. Et puis, il y a Marine Le Pen qui dit « moi, je soutiens la police », et tout le monde qui dit « enfin, tout le monde soutient la police », enfin, c'est hallucinant, ça. Bon, voilà, en tout cas, nous vivons dans cette société, et puis, ben voilà, il faut peut-être rejoindre des associations, il faut rejoindre le CCIF, il faut rejoindre la Ligue des droits de l'homme, il faut militer pour que des choses comme ça ne se reproduisent pas. Par contre, quand on est... Bon, je passe vite sur mon cas, par exemple. En 2012, vous savez que j'ai été agressé par la FDJ. Donc, oui, bien sûr, pas tout le monde, mais enfin, Myriam. Enfin, les gens, les détenteurs d'autorité. Voilà. Je ne parle pas des Français moyens, c'est-à-dire qui, je sais pas moi, un commerçant ou un docteur, etc. Non, non, je parle des détenteurs d'autorité. Voilà. Des Français qui détiennent l'autorité. Donc, moi, je vous invite à militer dans des associations comme le CCIF, comme la Ligue des droits de l'homme, comme le MRAP. Enfin, vous choisissez une association et voilà, pour les soutenir, pour que ça s'arrête, quoi. Parce que, enfin, je ne sais pas, imaginez quelqu'un qui a une tête de bougnoule ou de black et qui se fait contrôler 4 fois par jour. Enfin, c'est hallucinant. Et vous savez, quand vous voyez ces gars de la BAC, enfin, mais c'est l'horreur. Voilà. C'est-à-dire, comment dire, voilà, ils se prennent pour des Rambo. Et toi, viens ici. Tes papiers, enfin, je veux dire, mais on est où, quoi? Enfin, je sais pas. Tout à l'heure, sur Arte, j'ai vu, il y a un reportage d'une ville espagnole. J'ai oublié le nom. Et dans cette ville espagnole, justement, ils ont introduit depuis quelques années le contrôle, mais avec un récépissé. Et puis, quand le policier remplit un récépissé, ici, c'est inimaginable. D'abord, viens ici, t'en donne un coup de matraque, et après, on vérifie. Les flics font le signe, comme ça, ils vous voient, ils écrivent sur un récépissé les raisons pour lesquelles ils ont contrôlé l'identité, ils remettent le récépissé, ce qui fait que le gars qui a été contrôlé, il présente le récépissé et... Ah oui, oui, enfin, oui. Il présente le récépissé et il n'est plus contrôlé, voilà. Et puis les flics, ils contrôlent, enfin, ils doivent expliquer pourquoi ils contrôlent telle personne, et pas nécessairement quelqu'un de basané. Donc, enfin, voilà un pays civilisé, quoi. Voilà une société civilisée. Je suis désolé de le dire, mais la société française, avec toutes les qualités qu'elle peut avoir, mais sur le plan des droits de l'homme, sur le plan du fonctionnement de sa flicaille raciste et fasciste, enfin, je veux dire, j'ai vécu au Maroc, je viens du Maroc, j'ai pas vu des comportements pareils, voilà. Donc, c'est d'une brutalité, d'une bêtise et d'une connerie monumentale. Donc, Fatima Ben Ali me demande, oui, Zemmour a prétendu, oui, exactement, oui, oui, d'ailleurs, il avait même donné, vous savez, j'ai tourné une petite vidéo
pouvez la retrouver sur le site de la Tribune des Pirates. Voilà, ça s'appelle l'affaire Zemmour et le racket israélien. Voilà. Effectivement, Zemmour, enfin, c'est là où j'avais dit que Zemmour, il a vachement évolué. C'est-à-dire que depuis à peu près 6 mois, 1 an, il s'est quasiment mis au service du Mossad. Voilà. Et il avait même donné le nom de code. C'est important quand même. Il ne l'a pas inventé. Le nom de code de l'intervention de l'armée dans les zones sensibles sous les conseils des Israéliens. Bon. De toutes les façons, je crois que, vous savez, que les Français de souche, que les Gaulois m'excusent. Vraiment, je suis désolé, mais je vis en France, je respecte la France, mais les Français n'ont pas compris une chose. Les Français n'ont pas compris la guerre d'Algérie. Voilà. Ils ont reçu une tannée en Algérie et ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'il faut respecter les gens. Ici, il y a des gens, enfin, c'est vrai que surtout des gens de droite. Il y a même des gens intelligents de droite qui appellent ces gens-là des droitards. Il suffit d'écouter Radio Courtoisie, TV Liberté, etc. Et ils rêvent d'une confrontation avec ces gens-là. Et malheureusement, ils ne savent pas une chose. Rappelez-vous 2005. En 2005, il y a eu 3 semaines d'émeutes et je vous assure que la France a payé très cher l'économie, la publicité dans le monde, etc. Et la prochaine fois, s'ils font la guerre à ces gens-là, ce sera les Kalachnikovs qui vont sortir. Et là, je vous assure, les Français vont trinquer. Nous avec, hein, c'est pas, la question n'est pas là. Mais malheureusement, les Français, ils ne tirent pas les leçons de l'histoire. Et je suis désolé vis-à-vis des Gaulois qui, voilà, c'est malheureux. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, l'Algérie par exemple, pourquoi les Français n'ont pas compris? En 1939, j'ai publié d'ailleurs un texte, Albert Camus, bon, comment dire, qui chialait pour l'Algérie, mais qui chialait pour une Algérie où tout le monde vivrait bien, dans l'harmonie, dans l'égalité, etc. Il a tiré le signal d'alarme en 1939, ceux qui parlent de la colonisation, etc. Mais c'était juste, comment dire, dans les grandes villes, il y avait quelques écoles, quelques hôpitaux qui acceptaient les bougnoules. Mais le reste, dans l'arrière-pays, c'était la misère noire. C'était le harcèlement, enfin les taxes, etc. Enfin, et donc il a publié des textes, j'ai publié un petit texte. Bon, il a publié Carnet de Kabylie, je crois, enfin bon, en tout cas, et tout était là, tout était dit. En 1945, les Algériens se sont un petit peu, timidement, ils ont demandé quelques petites choses. Il y a eu 20 ou 30 000 morts à Sétif. Et le général qui a commandé la répression, il leur a dit, je vous ai apporté la paix pour 10 ans. Arrangez-vous pour faire quelque chose. Quand est-ce que les Français ont commencé à faire quelque chose? En 58. Là, ils ont commencé, ils ont dit, oula, on va ouvrir des écoles, on va ouvrir des hôpitaux, on va soigner. Mais c'était trop tard. Pourquoi la classe politique française ne comprend pas ça? Voilà. Et c'est ça, moi, que ce reproche, je le fais à la classe politique française qui ne saisit pas, qui ne sait pas saisir. Voilà, la question et y répondre. Voilà. Vous savez, en 1983, lorsqu'il y a eu la marche des beurs, bon, pour beaucoup, vous êtes jeunes, peut-être, mais en 1983, il y a eu 100 000 jeunes beurs qui sont descendus enfin, qui ont manifesté, qui sont montés de Marseille, etc., qui sont montés à pied, sont arrivés à Paris. Il n'y avait ni femmes voilées, il n'y avait aucun communautarisme. Qu'est-ce qu'ils demandaient ces beurs? Des droits, voilà. Juste qu'ils les considèrent comme des citoyens. Quelle a été la réponse? Oui, vous savez, je vais dire juste 2 mots. Pour moi, Lugan, c'est un colonialiste de la pire espèce. Voilà. C'est-à-dire, c'est un historien idéologue dont l'idéologie lui cache, c'est-à-dire il interprète la réalité en fonction de son idéologie. C'est un type qui a osé déclarer, il y a quelques semaines sur TV Liberté,
que le 17 octobre 1961, il n'y a eu que 4 morts. 4. Voilà. Alors, quelqu'un qui dit ça, et quelqu'un qui dit des trucs sur l'Algérie, pour moi, comment dire, c'est un connard de colonisateur. Voilà. Et qu'il aille au diable. Voilà. Il écrit ce qu'il veut, j'en ai rien à fiche. Voilà. Des colonisateurs comme ça suffit. Et donc, c'est, comment dire, il y a eu cette marche. Bon, il est vrai que, qu'est-ce qui a empêché le gouvernement, les autorités françaises de prendre en considération les demandes de ces jeunes? Mais c'est l'histoire de cette, vous savez, il y a des traits, il y a des caractéristiques. Vous savez, les Anglais, par exemple, vous savez, comment il s'appelle? George Orwell, il a commencé sa carrière en tant qu'officier de police en Birmanie, de 20-25 ans. Il avait une très bonne situation. Et là, il a découvert ce qu'était le colonialisme. Et malgré tout, il a refusé de continuer. Il a refusé, il a démissionné parce qu'il ne supportait pas cet esprit colonial. Voilà. Et pourtant, l'Angleterre, enfin, prenez tous les témoignages. Regardez comment vivent les étrangers, enfin ceux qui viennent du Pakistan, etc., en Angleterre. Moi je connais bien l'Amérique et le Canada. Il y a des gens qui viennent de tous côtés, ils sont respectés. Voilà, bon, la France, elle a continué cet esprit de colonialiste mesquin, et donc il est probable que cette marche des beurs a été traitée avec mépris, et en même temps le lobby juif n'avait pas intérêt à ce que ces beurs s'intègrent dans la société française. Et c'est à ce moment-là que le lobby juif, Bernard-Henri Lévy, Julien Drey, etc., ont créé SOS Racisme pour détourner le combat de ces jeunes et les empêcher de s'intégrer. Ok, non, écoutez, je suis désolé. Oui, comment Samir El Aïchi. Non, je m'excuse encore une fois quand je dis les Français. Enfin, des fois, c'est vrai que je me suis déjà, enfin, j'ai tenté de préciser ma pensée et de dire je suis désolé, je ne vise pas les Français de manière générale, je vise les détenteurs d'autorité en premier lieu, c'est-à-dire la classe politique, les juges, les flics, etc. Bon. Après, il est vrai que, enfin, je ne sais pas, aller. Oui, voilà, enfin, SOS Racisme a été créé justement pour canaliser comment dire, le désir des beurs de s'intégrer et de s'assumer, de s'émanciper. SOS Racisme travaille main dans la main avec l'Union des étudiants juifs de France. Vous savez que le président de SOS Racisme, il est choisi par le lobby juif. Ben, lisez Le Printemps des Sayanim, je décris pas mal comment ça se passe. Regardez les anciens présidents de SOS Racisme, par exemple comme Malek Bouti. Enfin, je veux dire ce qu'il dit. Ce sont les larbins du système. Voilà. Donc, voilà. Alors, bon, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, Adela Moudi, voilà, moi je pense, enfin, en fait, bon, Lugan, dans les sites de droite nationale, voilà, bon, appelons-le comme ça, bon, il passe pour le grand historien, alors ici, Tribu, Majad. Moi j'ai découvert sur Radio Courtoisie, voilà. Et sur Radio Courtoisie, oui, gardons l'esprit ER, c'est mieux. Et c'est là où j'ai découvert, parce qu'en fait, sous des dehors d'une connaissance très, très scientifique, vous savez, il ne faut pas vous leurrer. Un historien, il y a deux types d'historiens, à mon avis. Il y a les historiens qui essaient d'être objectifs,
Et vous connaissez, oh zut, comment il s'appelle déjà? Bon, il y a des histoires qui essaient d'être objectives. L'objectivité totale n'existe pas, parce qu'on a des convictions sociales, politiques, etc. Et Guillemin, voilà, Henri Guillemin, je crois. Il fait des interventions extraordinaires, il a des vidéos extraordinaires sur la Révolution française, sur Voltaire, etc. Enfin, si vous avez l'occasion de l'écouter, il est formidable. Et il a reconnu lui-même, voilà, moi je ne peux pas être objectif, mais je tends à me rapprocher d'une objectivité. Alors il y a deux types d'historiens. Et il y a les historiens idéologues, c'est-à-dire dont l'idéologie est tellement forte qu'ils voient même de bonne foi. Hein, c'est pas, Lugan n'est pas nécessairement de mauvaise foi. Il croit sincèrement que c'est comme ça. Voilà. Et je vais vous citer un historien, c'est-à-dire docteur en histoire, professeur à l'université, etc., et qui s'appelle Georges Bensoussan. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Georges Bensoussan, c'est un membre du CRIF, c'est un spécialiste de la Shoah, bon, il a un doctorat en histoire, etc. Et il s'est manifesté, enfin, il y a quelques jours, on a su que le CCIF l'avait poursuivi devant le 17e chambre, je crois, parce qu'il avait déclaré que les Arabes têtaient la judéophobie dans le sein de leur mère. Bon, vous voyez un peu le délire du mec. Il est d'origine marocaine, comme moi, c'est-à-dire il vient du Maroc. Seulement, il est tellement, comment dire, obsédé par l'idée anti-arabe, par sa position anti-arabe et favorable au sionisme, qu'il a transformé l'histoire des Juifs du Maroc en histoire de réfugiés comme les Palestiniens. Écoutez, franchement, je viens du Maroc, je sais dans quelles conditions les Juifs sont partis. Ils ont vendu leurs, enfin la plupart, enfin, je veux dire, la très grande majorité, sont partis dans des conditions superbes, tranquilles, demandez à tous ceux qui sont en France, au Canada, enfin, et ils ont vendu leurs biens, ils ont sorti leur fric d'une façon ou d'une autre. Et là, il dit, il transforme. Vous voyez à quel point un historien, enfin vrai, c'est-à-dire qui a un diplôme d'histoire, comment il veut transformer juste parce qu'il est sioniste. Et donc, pour faire plaisir à Israël, pour faire plaisir au CRIF, il a transformé l'histoire des Juifs du Maroc. Mais pourquoi? Parce que ça va très loin, cette histoire. Parce que Israël veut, comment dire, présenter les Juifs qui sont partis des pays arabes comme des réfugiés. Et donc, ils disent, voilà, il y a 800 000 réfugiés palestiniens. Il y a 1 million de Juifs réfugiés des pays arabes, donc on les quitte. On est match nul. Et Netanyahou a poussé le culot. Alors attendez, enfin, c'est extraordinaire. De toute façon, ils sont capables de tout. Il a demandé entre 10 et 15 milliards de dollars aux pays arabes pour comment dire, les dégâts causés aux Juifs qui sont partis des pays arabes. Enfin bon, un culot monstrueux. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que être historien, enfin, je veux dire, être historien au sens universitaire du terme, n'est pas un signe d'objectivité ni de sérieux. Voilà. Il faut vraiment faire attention. Et donc, que ce soit Lugan ou que ce soit Bensoussan, Georges Bensoussan, rappelez-vous ce nom, voilà des types d'historiens qui sont idéologiquement marqués. Voilà. Et donc, pour eux, peut-être ils le font de bonne foi, enfin je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, Georges Bensoussan, ça m'étonnerait. Parce que quelqu'un qui vient du Maroc et qui ose dire que les Juifs du Maroc sont partis comme des réfugiés palestiniens, c'est un menteur, mais enfin, voilà, c'est un menteur. Parce qu'il se trouve, enfin moi, j'ai passé 33 années de ma vie au Maroc et je sais dans quelles conditions les gens sont partis, dont mes parents, etc. etc. Alors,
Keltoum, qu'est-ce qu'elle dit? Ce sont du marocain vrai, j'ai rien compris. Alors là, Samir El Ayachi me demande si c'est. Alors, c'est pas la France, mais la République. Non, mais écoutez, enfin bon, on vit en République, c'est la France, hein, je veux dire, depuis 250 ans, enfin à peu près, je sais pas, on vit en République, donc, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Parce que parfois, il y a certains sites droitards, entre guillemets, qui mettent le colonialisme, la colonisation, sur le dos des socialistes. Vous savez, genre Jean Jaurès, Léon Blum, ils ont déclaré la civilisation, enfin on vous apporte la civilisation, etc. Sauf qu'ils vous oublient de dire une chose, c'est que de 1830 à 1870, donc pendant les 40 ans où il y a eu la pacification, enfin vous savez ce que ça veut dire la pacification, etc., c'était des monarchies ou des empereurs, des empires. Donc c'est pas la République. Hein. Pendant 40 ans, la France n'était pas en République. Vous savez, c'est comment dire, il y a la permanence d'un État. Voilà. La France, elle peut avoir n'importe quel régime, ça reste la France. Voilà. Je veux dire, la Libye, c'était une monarchie, puis elle est passée sous le régime d'une république, je sais pas, Jamaïlia, voilà, enfin, c'est-à-dire la République des masses, je crois il l'appelait en arabe, Kadhafi, et là maintenant c'est l'anarchie, mais ça reste la Libye, enfin je veux dire, il y a une permanence de l'État, voilà, quel que soit le régime. Alors la République, moi je suis pas fan de ce genre de distinction parce que bon, voilà, la République est là c'est bon et c'est mauvais côté aussi. Enfin. Alors, c'est quoi ça? Que pensez-vous, Monsieur Kuhn? Gert Wilders, patron de... Ah, ah oui, vous savez, bon, d'abord je vais faire comment dire, une petite parenthèse sur les mouvements de droite nationale ou d'extrême droite, appelez-les comme vous voulez. Vous savez, moi, les mots ne m'intéressent pas. Mais enfin, le mouvement de Gert Wilders, l'AfD en Allemagne, le Parti hongrois, le Front National en France, ce sont tous ces mouvements, ils sont beaucoup rapprochés d'Israël. Voilà. Et en France, non seulement le Front National, aujourd'hui, il se courbe, il rampe devant Israël, et le CRIF fait encore c'est pas encore assez pour lui, mais bon, il faut qu'il rampe encore un peu plus. Vous avez TV Liberté, Radio Courtoisie, comment il s'appelle, Boulevard Voltaire, comment il s'appelle dans le sud, là, c'est deux députés, Robert Ménard, enfin bon, toute cette partie de la droite extrême en France et en Europe, elle est totalement sionisée. Donc il faut que vous sachiez ceci, c'est que ça c'est une caractéristique nouvelle qui date depuis un an ou deux, mais ils se sont mis, ou en tout cas, je pense que la haine de l'arabe les a rapprochés énormément les lobbies juifs, Israël et tous ces mouvements de droite extrême. Voilà. Et c'est pas, enfin je veux dire, par exemple, Gilles William Godnadel, qui est, comment dire, le type même du sioniste, enfin le CRIF, etc., c'est le chouchou de tous ces sites d'extrême droite. Donc, quand même, je voulais juste, enfin, faites ce que vous voulez, mais je voulais juste vous dire, faites attention à, quand vous pensez à ces partis ou à ces sites. Voilà. Moi, je les regarde parce qu'ils apportent des informations. Voilà, je cherche mes informations. Mais il faut savoir une chose,
c'est que depuis un an ou deux, ces sites sont devenus, en tout cas des complices, et du lobby juif et du sionisme. Voilà. Alors, si vous avez des velléités de sympathie ou de vote, méfiez-vous. Voilà. Donc, sachez-le. Voilà, sachez-le. Oui, certes, oui, Samir. Mais, enfin, j'ai pas le temps de développer, mais TV Liberté, vous savez, TV Liberté, c'est une télé que je regarde régulièrement. Enfin, si vous voulez me croire, mais il y a une semaine, il y a eu Alexandre Delval, enfin, qui est le politologue le plus sioniste. Enfin, bon, en tout cas, il y a eu énormément, enfin, TV Liberté, c'est, elle a pu interviewer Youssef Indy, mais en même temps, enfin, mais c'est Goldnadel, etc. Enfin bon, tout le spectre sioniste y passe. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Vous pouvez aller vérifier, il n'y a pas de souci. Mais moi, je me fais un devoir pour mon information personnelle et parce que j'estime que j'ai de l'information à donner. Et donc, je veux le faire de façon enfin, qui me paraît la plus objective possible. Voilà. Et enfin, par exemple, enfin, quand il y a eu le vote de l'ONU sur les colonies, ou bien de l'UNESCO sur comment dire, les lieux saints de Jérusalem, etc. Enfin, il faut voir les levées de boucliers de tous ici, enfin, d'extrême droite. Enfin, c'est hallucinant. Voilà, donc c'est, vous savez, l'extrême droite, c'est très marrant parce que, en fait, il a toujours été antisémite. Bon, c'est-à-dire avant la Deuxième Guerre mondiale. Les 2 tiers des écrivains étaient antisémites en France. Enfin, il était de bon temps. Enfin, Céline n'a fait que reproduire dans Bagatelle pour un massacre ce qui se dit avec beaucoup de talent, mais ce qui se disait ailleurs. Et elle a une tradition antisémite, c'est-à-dire, voilà, bon, vous savez, ce qu'on dit aujourd'hui des musulmans, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas, ce sont des gens étrangers qui ne peuvent pas s'assimiler, ils ont des coutumes à eux, ils n'aiment pas la France. Et ils disaient exactement la même chose des Juifs dans les années 20 et 30. Voilà. Exactement. Et donc, en fait, voilà, ce sont enfin, des gens, c'est-à-dire ce sont des mouvements qui n'aiment pas les étrangers, voilà. Parce que les étrangers, enfin bon, je ne veux pas entrer encore dans ce débat. Mais après la Deuxième Guerre, bon, il y a la Shoah, etc., et il y a Israël. Et je me souviens, par exemple, que vous connaissiez Rebatté. Rebatté, c'était le beau-frère de, comment il s'appelle, celui qui a été fusillé par De Gaulle en 1945. Bon, des fois, j'ai des trous de mémoire, je suis désolé. Bon, enfin, des gens qui ont collaboré à fond avec, enfin, antisémites, dans les journaux, je suis partout, etc. Et ce Rebatté qui admettait son antisémitisme, et sa collaboration. Enfin. Et quand il est passé chez Jacques Chancel, vous savez, Jacques Chancel, il avait une émission extraordinaire qui s'appelait... Bon, j'ai encore un petit trou. Et vous pouvez retrouver, moi j'adore écouter ces vieilles émissions. Et oui, Brasillac, merci Reda, oui. C'était le beau-frère de Brasillac. Bon, Rebatté. Et donc, oui, merci Othman. Et donc, et il lui demande, mais la guerre de 67, vous avez manifesté pour Israël, vous avez vibré pour Israël, etc. Enfin, je veux dire, c'est assez étonnant. Et Rebatté, il dit, eh oui, oui, le grand échiquier, merci Zahia. Et donc, Rebatté, il dit oui, eh ben, vous savez, je ne sais pas s'il l'a dit dans ces termes, mais il a dit à peu près ceci. Ça, et l'extrême droite, toute la droite nationale, qui a reçu une tannée en Algérie,
elle s'est retrouvée, comment dire, pas récompensée, mais disons, elle a lavé son humiliation, la victoire d'Israël sur l'Égypte a lavé l'humiliation des Français. Voilà. Vous voyez un peu comment il raisonne. Et donc, il y a le même mouvement, mais là, c'est indubitable. Hein. C'est loin le temps. Vous savez, quand Kurt Waldheim a été élu président de l'Autriche dans les années 80 ou 90. C'était un sergent ou un lieutenant des SS. Bon, c'est pas un général, mais enfin bon, je crois qu'il a été élu président ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, un poste important. Israël elle n'a pas rompu les relations diplomatiques, c'est-à-dire elle a gelé les relations diplomatiques avec l'Autriche pendant 2 ans à peu près. Alors qu'aujourd'hui, tous les nationalistes européens, quand je dis nationalistes, vous comprenez ce que je veux dire, hein, ils font les pèlerinages en Israël. C'est-à-dire, et dans les territoires occupés, en France, Cisjordanie, etc. Enfin, c'est le grand amour entre l'extrême droite européenne et tout ce qui se fait de plus raciste et extrémiste en Israël. Voilà. Alors, bon, eh ben, je ne sais pas les sionistes que représente pour eux le Maghreb. Pour les sionistes, le monde arabe en général. Bon, d'abord, Israël a détruit ou neutralisé les pays qui auraient pu lui causer des dommages, par exemple comme l'Égypte. Bon, l'Égypte, elle a fait une paix séparée grâce à l'Amérique, Kissinger, etc. Et elle est rentrée dans le rang. Voilà. C'est-à-dire, vous savez, à l'époque de Moubarak, c'était extraordinaire. Je me souviens comment les chefs des services secrets allaient en Égypte et rencontraient, j'ai oublié son nom, mais il était très connu à l'époque, le chef des services secrets égyptiens. Et c'était vraiment le grand amour, voilà. Et voilà, ils ont neutralisé l'Égypte. La Jordanie, elle est quasiment, je veux dire, c'est un protectorat. Quoi. Vous savez, je suis en train de lire un livre de Gabriel Matzneff qui s'appelle Le Carnet arabe. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait, il est parti en Jordanie et au Liban en 1970 et il a raconté l'anecdote suivante. Vous savez, un jour, je crois que je l'avais dit dans une vidéo, les Jordaniens ont tellement peur des Israéliens qu'ils ont la trouille. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quand Israël éternue, enfin, les Jordaniens tremblent. Il y a une route, ça je le savais depuis longtemps, je l'ai dit dans une vidéo, il y a une route qui longe le Jourdain, du côté jordanien, d'accord? Et une fois, il y a quelqu'un qui avait dit, qui avait observé, qui était en Jordanie, il a dit, c'est pas possible, je n'ai vu personne rouler sur cette route, comment ça se fait, elle est belle, elle longe le Jourdain, etc. Et on lui a dit, mais monsieur, Israël nous l'interdit. Voilà, comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, chaque voiture qui passe, il la bombarde, ce qui fait que les Jordaniens ont arrêté de prendre cette route. Mais Gabriel Matzneff m'a appris, enfin en tout cas dans son livre, en fait, il est allé en tant qu'invité du gouvernement jordanien, et il a si vous avez l'occasion de le lire, il est formidable, il écrit bien, et en même temps, il fait des observations fantastiques sur la société arabe de l'époque. Et on comprend beaucoup de choses de ce qui se passe aujourd'hui. Et entre autres que non seulement la route était interdite, mais toute la zone agricole était, Israël empêchait le développement de cette zone. Comme ça, ils bombardaient de temps en temps, ce qui fait que comment dire, mais à mon avis, si vous voulez, enfin,
en fait, vous savez que la rive orientale du Jourdain, c'est l'obsession d'Israël. Bon, ils n'ont pas encore réussi à mettre la main dessus, mais vous savez, les anciennes cartes des sionistes, comme celle de Jabotinsky par exemple, elles incluaient la rive droite, c'est-à-dire du Jourdain. Et vous savez, les kibbutzim qui ont été construits, enfin, vous savez, ces lieux de communisme, de progressisme. En fait, c'était des installations militaires ou de type militaire qui étaient bien choisies pour encadrer les villages et occuper des positions stratégiques. Et donc, avant 1918, c'est-à-dire avant le mandat sur la Palestine, il y avait déjà des kibbutzim de l'autre côté du Jourdain. C'est-à-dire déjà à l'époque, les sionistes avaient en tête de conquérir cette partie-là. Mais comme le mandat de l'ONU, enfin de l'ASDN, qui était confié à l'Angleterre, n'incluait pas la partie de la Transjordanie, comme on l'appelait à l'époque, ces kibbutzim se sont repliés. Mais en fait, à mon avis, enfin, je veux dire, s'ils interdisent le développement, etc., c'est pour créer une espèce de zone vide, enfin, comme on appelle une zone, oui, enfin, bon, et pour pouvoir un jour mettre la main dessus. Parce que je ne crois pas que les sionistes aient abandonné l'idée de prendre cette partie-là. Et donc, en fait, quel est le but d'Israël vis-à-vis des pays arabes? Alors, soit neutraliser les pays limitrophes, soit amener leur destruction comme l'Irak. Vous savez, les États-Unis ont obéi, enfin, entre autres, ont obéi à Israël pour détruire l'Irak, la Syrie ou la Libye, ou soit, comme le Maroc, entretenir de bonnes relations, vous voyez ce que je veux dire, de manière à les neutraliser, ou bien, par exemple, comme l'Algérie comprend qu'il n'est pas de son intérêt de trop faire le malin, voilà, avec Israël, ou l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, ils ont compris qu'il vaut mieux jouer la carte d'Israël plutôt que l'inverse. Donc en fait, Israël cherche à contrôler d'une façon ou d'une autre le monde arabe, que ce soit le Maghreb, le Mashrek, les pays du Golfe, etc. Et chaque pays, c'est différent. Voilà, c'est-à-dire il y a une politique pour chaque pays. Et donc, jusqu'à présent, ils ont réussi. Ce qui est intéressant dans le pays du Maghreb, c'est que Israël ou le Mossad joue la carte des Amazighs, des Berbères, pour semer le trouble. Voilà. Bon, j'ai pas le temps de développer ça ce soir. Oui, merci. Oui, c'est un no man's land. Voilà. En fait, il y a en Jordanie, oui, il y a eu cette espèce de no man's land. Merci. En tout cas, la route n'aura jamais besoin de maintenance. Voilà une bonne appréciation, effectivement. Voilà. Et ce qui est terrible, c'est que, voilà, par exemple, non, mais c'est pathétique de voir ces pays-là. Par exemple, il y a quelques jours, la Jordanie et l'Égypte se sont réunis, enfin leurs chefs, et ils ont publié un communiqué commun. Ils ne se rendent même pas compte de leur ridicule. Enfin, pour moi, c'est un ridicule absolu. Et ils ont déclaré, parce qu'en fait, aujourd'hui, enfin, je crois que je l'ai fait dans une vidéo précédente, j'avais dit que la solution des deux États, il fallait l'oublier maintenant. Que Trump et Netanyahou sont arrivés à la conclusion pour dire, bon, après tout, la solution des deux États, c'est pas... Enfin voilà, on peut faire autre chose, hein. Après tout, on peut peut-être arriver à un seul État, où il y aura une minorité palestinienne dans des réserves. Voilà, par exemple, pourquoi pas. Ou bien une minorité palestinienne qu'on pourra éventuellement pousser vers la Jordanie. Pourquoi pas. Et donc, la Jordanie et l'Égypte se sont réunis et ont dit, publié un communiqué, comme des grands. Hein. Moi, qu'est-ce que vous voulez, il y a du comique. Et ils ont dit qu'il n'y a pas d'alternative à la solution des deux États. Voilà. Et Israël a eu très peur. Netanyahou a tremblé. Donc voilà, les Arabes, enfin bon,
malheureusement, enfin quand je dis les Arabes, c'est dire les élites arabes, parce qu'il n'y a pas que les gouvernements. Vous savez, quand je vois tout, il y a beaucoup d'élites qui ont renoncé. Voilà, c'est bon. Le monde arabe traverse une période difficile, mais vous savez, l'histoire, elle est faite de ça, hein, c'est-à-dire il y a des périodes difficiles et puis ouais, l'histoire ne s'arrête jamais. Donc voilà, un jour, les peuples arabes se redresseront, se réveilleront et voudront jouer le rôle qui leur est dévolu dans l'histoire. Donc sur cette note optimiste, j'espère, en tout cas qui ouvre un espoir, je vous souhaite, oui, pousser vers le Sinaï, oui, et je vous souhaite une très bonne soirée, et puis je crois que la prochaine aura lieu lundi, parce que ce week-end je vais à Nantes pour une conférence, donc en général je fais une conférence le dimanche, mais là je ne sais pas vraiment, donc Inch'Allah, probablement lundi. Alors si vous avez des suggestions pour des questions que vous voudrez que je traite, vous me les envoyez parce que je tiens toujours compte de vos suggestions. C'est d'accord? Donc voilà, merci beaucoup pour vos messages, pour votre amitié. Et donc, à la prochaine. Au revoir.